Donc ce projet, il s'appelle Carré Flore à Cornebarieux, c'est en Haute-Garonne. Et c'est 91 logements collectifs avec des éléments porteurs en bois, en béton, en briques de terre cuite, en briques de terre crue et des isolants biosourcés, tout ce qu'ils ont pu trouver. Donc on a fibres de bois, de la laine de mouton, du chanvre et du lin. C'est une opération qui est portée par Green City Immobilier et Témoin Verger d'Architectes. Et c'est une opération qui a eu la démarche dès la phase concours de viser un certain niveau environnemental avec des certifications des labels, NF-Habitat HQE, mais aussi bâtiment durable Occitanie niveau argent, et qui a eu un financement, qui a répondu à l'appel à projet NoWatt, donc qui a eu un financement de la région Occitanie pour justement mettre en place des solutions un petit peu innovantes et aller sur ces directions-là. Donc c'est un projet qui a reçu des distinctions, notamment bas carbone. Donc pour que vous voyez la tête qu'il a, les deux bâtiments carrés, donc c'est les bâtiments collectifs avec du façade bois et plancher béton et ref en bois aussi. Et les deux qui nous intéressent aujourd'hui, là, c'est les deux petits bâtiments longs. Donc on a des villas à coller, on a aussi un bâtiment mixte, donc avec des logements superposés mais sans partie commune. Et là on a les façades en briques de terre cuite, 20 cm, et avec une ITE. Et on a les refends qui sont eux en briques de terre crue. Donc dans les villas, ils sont enduits sur une face et dans les collectifs sur les deux faces. Donc au niveau des briques de terre crue, c'est l'entreprise Briques Technique Concept qui a sorti près de 1330 blocs de terre crue et puis des gros blocs, 300 kg par bloc, 1m20, 40 par 30. Sur le volet acoustique, nous et Koya, on est intervenu dès la phase conception, mais sur l'ensemble du projet, on a aussi la partie bois, suivi de chantier, mesure finale et attestation acoustique. Et on a été rejoint en réception par Aïda, donc merci à Karine et Élise, pour compléter un petit peu le jeu de mesure sur la partie terre crue, pour aller un petit peu plus loin dans la R&D et voilà, compléter un petit peu l'étude pour voir ce que ça pouvait donner au niveau du confort pour les occupants. Donc là, sur ce projet-là, c'est pas la terre du site qui a été utilisée pour faire les briques de terre crue. Ils ont utilisé, parce que c'était pas possible sur ce projet, ils ont utilisé les briques, la terre d'une carrière qui est juste à côté de leurs locaux avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. C'est des terres qui sont déjà découvertes, ils vont pas creuser pour récupérer cette terre-là, ça s'appelle des terres stériles. Et donc voilà, ils en compressent pour en faire des briques. On est autour de 2000 kg par mètre cube. Petite photo du chantier, donc tout à droite vous avez la pose des premiers blocs avec l'entreprise Gros Œuvre Primo Construction et Briques Technique Concept qui venaient former les équipes. À côté vous avez une image du chantier où on voit la jonction entre le mur en terre crue et le mur en terre cuite. Et on est allé pendant cette phase-là faire des petites interviews quand même des entreprises, maîtres d'ouvrage, architectes pour avoir aussi leur ressenti pour avoir l'ensemble des acteurs. Ce qu'on a retenu, c'est une pause beaucoup plus rapide que prévu. Je crois qu'ils ont divisé par 2 le temps qu'ils avaient prévu dans le planning, donc c'est quand même pas anodin sur un chantier. On a livré en fin d'été, donc sur ces 2 bâtiments-là, il y avait déjà cette impression de fraîcheur dans les logements, puisque c'est un peu pour ça qu'on met des briques de terre crues, c'est pour avoir accès à l'inertie. Dans le sud-ouest, en plus, c'est quand même pas négligeable, donc on attend impatiemment les retours à la fin de l'été prochain par les occupants. En point négatif, par contre, il y a eu un certain nombre de micro-fissurations qui ont été relevées, qui sont peu visibles sur les faces qui sont non enduites et qui par contre sont assez visibles côté induit. Il y a différentes hypothèses en termes de variation d'hygrométrie, mais aussi au niveau du type de fondation qui a été utilisé. On n'est pas sur terre-plein, on est sur un vide sanitaire et on a un système de fondation poteau-poutre. Et les hypothèses, c'est que c'est cette petite flexion-là, les murs en terre crue n'ont pas su l'absorber, avec les conséquences esthétiques, mais on va pouvoir pour nous éventuellement acoustiques. Voilà, c'est le petit retour architecte, mais quand même il faut le garder en tête, c'est qu'il y a un variant de couleur quand même au sein de chaque brique, ça diffère un petit peu des images qu'ils avaient vendues, c'est quand même à gérer. Et le promoteur nous a fait le retour aussi que pour l'instant c'est une solution qui était assez onéreuse et que s'ils n'avaient pas eu le financement NoWatt de la région Occitanie, ils ne l'auraient pas fait. Donc bon, on espère que la profession va s'équiper un petit peu petit à petit pour qu'on ait une solution moins onéreuse et qu'on puisse intégrer.
Là, c'est pour que vous voyez la tête des logements, à quoi ça ressemble. On va détailler les résultats des mesures après, mais ça, c'est l'ensemble des mesures uniquement d'isolement aérien, superposé et pour les logements adjacents, fait par Ecolia et AIDA. Donc ça, c'est le bâtiment C, et ça, c'est les villas. Donc on a des configurations qui se répètent, c'est tout le temps la même chose. Si on regarde dans un premier temps les résultats qui sont cohérents avec les objectifs, donc pas dans la tolérance, qui sont vraiment cohérents pour de vrai. Entre logements superposés, on a des isolements qui vont de 56 à 59, donc des bons isolements, voire très bons isolements. Bon, ça nous permet de statuer que la transmission latérale via ces refends et aussi via la façade, forcément il y en a, ils sont maîtrisés. Entre logements accolés, on a aussi des bons résultats dans les grands volumes, donc bon, pas de surprise, c'est un cas qui est favorable, mais on a des valeurs qui vont de 54 à 59 décibels, ça respecte. En ce qui concerne les isolements qui sont cohérents mais dans la tolérance de mesurage, ça correspond au cas entre petites chambres accolées, là on va de 50 dB à 56 dB. Donc c'est des résultats qui permettent de délivrer l'attestation acoustique, mais qui ne permettent pas d'assurer le confort entre deux chambres accolées. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais nous on ne s'attendait pas à avoir des aussi bons résultats, parce qu'en conception on avait demandé 40 cm d'épaisseur et il y a 30 à la fin. Donc il y a ce delta-là, je vous passe les détails en chantier, les mises à jour, les optimismes de certains, etc. On est quand même été agréablement surpris, par calcul, on n'avait pas forcément ces valeurs-là. Par contre, ce qui nous interroge, c'est la variation entre ces valeurs de 50 à 56 dB. Vous avez vu, c'est tout le temps la même config, c'est les mêmes surfaces de chambre, etc. Donc on se pose des questions de phénomènes ponctuels et l'idée c'est de les comprendre. Donc vous voyez la petite comparaison des mesures qui a été faite par AIDA. On voit qu'il y a cette grosse différence, ça se fait au-delà de 2 et 4000 Hz. On a plusieurs hypothèses de fuite acoustique. On a ces micro-fissures, déjà, qu'importe la raison, c'est quand même assez possible que du coup il y ait beaucoup de disparité entre les murs qui ont les fissures et les murs qui n'en ont pas. On peut se poser aussi des questions sur les joints qui sont quand même assez épais, c'est quand même une surface équivalente non négligeable à l'échelle d'un séparatif de 2 cm d'épaisseur, où là il peut y avoir un mortier qui est non homogène, il peut y avoir des bulles d'air qui peuvent expliquer qu'on peut avoir comme ça une chute de performance qui ne se voit pas à l'œil nu. On peut toujours avoir des percements ponctuels en vis-à-vis, même si là on n'en a pas relevé dans ces chambres-là en chantier. En ressenti sur place et aussi avec l'allure des courbes, il est possible qu'il y ait, entre deux chambres particulièrement, une faiblesse au niveau des combles perdus, simplement qu'il n'y ait qu'une plaque de plâtre au lieu de deux. C'est pas une solution qui nous a semblé évidente au départ, parce que de tous les chantiers qu'on suit de ce promoteur-là, c'est pas une erreur qu'il fait. On connaît, il y a des erreurs types qu'on voit à chaque fois, là c'est pas le cas. En chantier on a vu les deux, mais voilà, ponctuellement on voit quand même une faiblesse, on peut imaginer qu'il y a eu un écart. Et quelque chose qui n'est pas très bien géré dans ce projet par les choix constructifs, c'est la transmission par les façades, puisqu'on a un isolant thermique par l'extérieur. Donc on peut quand même imaginer qu'à cette jonction, c'était peut-être pas très heureux de tenter ces briques de terre crue dans cette configuration-là. Donc le petit retour sur les briques de terre crue, alors on va commencer par les avantages parce que c'est plus sympa. Déjà c'est une solution qui est géosourcée, qui est locale, c'est une solution qui est innovante, qui, on l'espère, va nous permettre un confort d'été, au moins une amélioration du confort d'été, grâce à l'inertie, c'est un impact carbone qui est faible, c'est compatible avec les isolants biosourcés et ça a quand même des performances acoustiques qui sont prometteuses. On a l'aspect pause rapide aussi qu'on n'avait pas anticipé, mais tant mieux. Les points de vigilance, c'est que c'est possiblement une solution qui est sensible aux aléas de chantier, notamment avec ces micro-fissures. Et on maintient quand même qu'un refend de 30 cm entre petites chambres, ça nous semble trop léger pour généraliser. Donc là, on irait conseiller à rajouter un doublage au niveau des chambres. Donc, pour conclure, évidemment qu'il y a du travail encore à faire pour caractériser ces briques de terre crue, on va en parler juste après, et pour appréhender les différentes fuites qu'on peut avoir dans ces solutions-là. Par contre, on trouve que les résultats ils sont quand même très prometteurs sur cette opération de logement, et on espère en voir d'autres. Et c'est bon pour moi.
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi un mur monolithique de 30 cm et pas 40 et pas un double mur? On pourrait faire la même épaisseur avec un isolant peut-être à l'intérieur, et donc peut-être un léger, et peut-être moins cher, je ne sais pas, quelque chose. Alors, moins cher, apparemment non. Peut-être qu'ils ne sont pas allés au bout de l'étude, mais c'est une solution qui a été évincée très rapidement. Et là, comme c'est pas moi qui ai fait les calculs au début de conception, c'est mon collègue, je ne saurais pas te donner le retour sur ce que ça avait donné en modélisation. Et c'est porteur? Oui, c'est porteur. Ah, c'est peut-être pour ça. Oui. Oui, parce que sinon ça peut fonctionner. Ah oui, je pense. Oui, et là, ils sont tous porteurs. Ouais. Au début, on était quand même appuyé par la biostructure. Les 40 cm, ils nous arrangeaient bien parce que c'était aussi pour la structure. Donc on était parti là-dessus. Et puis, il y a une optimisation côté structure qui a été gardée, sur laquelle ils se sont jetés. Et c'est pour ça qu'on s'est fini avec ces murs de 30 cm sur lesquels on ne savait pas forcément s'engager avec autant de sérénité que sur un mur de 40.